Bonjour ou rebonjour. Oui, ça va être un moment d'échange qui va être partagé en trois thématiques. La pêche et l'aquaculture, la filière des navires hors d'usage et les croisiéristes. On va commencer, si vous le voulez bien, par la pêche et l'aquaculture avec Mario Lopez, directeur général de Pescana, Sitirati Mohamed, qui nous vient du cluster maritime de Mayotte, et Anne-Maï Doshi, qui nous vient de Polynésie française. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Madame Mohamed, ce matin, vous êtes intervenue et vous avez évoqué la pêche à Mayotte, confrontée à quelques difficultés, notamment de réglementation et de formation. Mais malgré ces difficultés, quelles sont les perspectives de développement et d'avenir de la pêche à Mayotte ? Bonjour à tous. Désolée. Ils sont mauvais, c'est bas, hein. Ils sont vraiment mauvais, surtout quand on a des petits pieds. Alors, pour la pêche, malgré les difficultés que j'ai évoquées ce matin, c'est en très bonne voie parce que la filière elle est en train de se structurer. On a le comité de pêche qui est en train de se préparer. Donc, on espère d'ici l'année prochaine, ils seront installés sur le territoire. Voilà, tout simplement pour faire court. À peu près, on a 300 bateaux, on va dire. 300 bateaux, 150 homologués. Une soixantaine qui sont en statut provisoire, donc qui ne répondent pas à la réglementation. Voilà, c'est à peu près ça. En termes de tonnage de pêche par rapport aux besoins, à l'heure actuelle, on a besoin de 5000 tonnes, à peu près 5000 tonnes pour répondre aux besoins actuels. La moitié provient de la pêche locale, donc à peu près 2500 tonnes à 3000 tonnes. L'autre vient d'une exportation, tout simplement. D'accord. Bah, écoutez, même question pour la Polynésie. Que représente la pêche en Polynésie ? Merci, bonjour. Alors la pêche en Polynésie, pour reprendre les chiffres équivalents à ceux de City, de ma collègue, donc on a 81 navires et 7300 tonnes de prise annuelle, enfin c'est le chiffre 2022. La différence, c'est qu'en Polynésie, on parlait de diversification ce matin, donc on a un grand secteur pourvoyeur de ressources propres qui est le tourisme, le deuxième c'est les exportations de la perliculture et le troisième c'est la pêche hauturière qui a pu atteindre ce statut de troisième ressource propre du pays grâce à une vraie structuration. Donc on a une filière qui est intégrée, qui est durable. Donc on forme nos marins, on construit nos bateaux, donc 80 bateaux, on va en mer, on transforme le poisson et on l'exporte avec Air Tahiti Nui. Voilà, donc et c'est une pêche qui est durable puisqu'on a un écolabel MSC. C'est aussi une pêche qui n'est pas langrière, donc uniquement avec des lignes avec des hameçons dessus et qui est donc labellisée éco-durable et réservée uniquement aux Polynésiens. Je me tourne vers la Calédonie pour avoir les mêmes précisions. Pardon. D'accord. Bonjour tout le monde. Effectivement, donc, pour donner quelques chiffres de la pêche hauturière en Nouvelle-Calédonie, c'est 2500 tonnes pêchées par an depuis à peu près une quinzaine d'années, donc c'est assez régulier. En ce moment, c'est 16 navires regroupés autour de 5 armateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc les 3 provinces sont impliquées dans la pêche hauturière. Dans les 2500 tonnes pêchées qui sont représentées par des tonidés principalement, du thon blanc, thon germant qui représente 70% de nos captures, il y a à peu près 500 tonnes qui sont exportées donc, vers le Japon, vers l'Europe et les îles Pago Pago pour les conserveries. Donc les 2000 tonnes restants sont contribuées à 100% de l'autosuffisance alimentaire de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est une pêche qui est labellisée donc, pêche responsable, qui est 100% calédonienne et qui récemment, il y a 5 ans, a quand même renouvelé sa flotte pour une certaine partie
Par exemple, Navimont, qui représente 8 navires, a renouvelé les 8 navires il y a à peu près 3-4 ans. Il y a eu un investissement sur 3 nouveaux navires. Donc il y a de l'avenir sur la pêche hauturière. Après, voilà, c'est une pêche qui est, on va dire, qui représente 250 emplois directs et 600 indirects. Et comment s'organise la filière? À partir de la pêche, il y a de la transformation ici. Enfin... Donc voilà, donc là, on a commencé en 2000 avec la pêche hauturière, donc qui était d'abord dédiée à l'exportation. Ensuite, il y a eu un travail pour transformer les poissons pour le marché local. Donc il y a 3 ateliers de transformation qui œuvrent pour répondre à la demande calédonienne et exporter. Et la prochaine étape qui, j'espère, prendra forme, donc c'est la valorisation des poissons un peu mieux pour le marché, mais aussi, c'est ce côté, on est sur une île, c'est le circuit circulaire, c'est-à-dire que les déchets ne sont pas valorisés, sont malheureusement pour l'instant jetés à Gadji. Et là, il y a des projets qui commencent à venir, qui est sur le... D'abord, il y a eu des projets de compost avec les biodéchets. Il y a eu de l'hydrolysa qui a été fait à Lifou. Et là, on a un projet qui est sur le port de Nouville, à côté des pêcheries, pour transformer les déchets organiques en complément alimentaire pour les crevettes. Donc, j'ai hâte de voir ça pour qu'on ait vraiment une filière qui est complètement... de la mer jusqu'à les déchets traités pour les crevettes, qui est l'aquaculture. Un mot sur la pêche durable. Ça veut dire quoi, une pêche durable? C'est une pêche qui est très responsable, c'est-à-dire qu'on a une pêche unique qui est la pêche à la palangre, un peu comme en Polynésie, qui est une pêche sélective. J'utilise le mot un hameçon, un poisson. C'est pas toujours le cas, mais ça permet de sélectionner nos prises et d'avoir une pression de pêche très faible sur notre ZEE, qui représente à peu près 0,1% de la pression de pêche de la zone Pacifique Sud. Donc c'est une pêche qui est réglementée, qui est suivie, et au niveau des emplois, c'est de la sécurité des marins avant tout. Voilà. On parlait de la formation ce matin. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie rencontre aussi les difficultés de formation dont il a été question à Mayotte, en Polynésie? Tout à fait. C'est un gros sujet. Donc on a des formations ici. La difficulté, comme ça a été dit ce matin, c'est de trouver des formateurs qui acceptent de venir et former. Donc on a des formations de marins. Donc pour ce qui concerne la pêche, donc il y a le matelot pont, il y a le mécanicien 250, le mécanicien 750 qui a été mis en place il y a 2 ans avec une nouvelle structure, mais difficile à trouver comme formateur. Il y a le capitaine 200 et le capitaine 500. Donc voilà. D'accord. Je vais revenir vers vous, avec une filière qui pèse beaucoup dans l'économie polynésienne. Ça pèse combien, justement? Quelles sont les retombées de la pêche hauturière en Polynésie? Alors, les exportations s'élèvent à... sur les 7300 tonnes pêchées par an, on en exporte 20%. On exporte le thon rouge, ce qui est environ 35%, 40% des prises. Donc, c'est à peu près 2 milliards de francs. Voilà, pour comparatif, la perle, c'est 6 milliards, le tourisme, 60. Oui. Et vous exportez vers où? Principalement vers les États-Unis, voilà, de la côte ouest à la côte est. Voilà, l'ambition, c'est de tripler alors, si la Nouvelle-Calédonie, c'est 0,1% des prises du Pacifique Sud, nous, c'est donc 0,2% des prises du Pacifique Sud. L'ambition, c'est de tripler le volume de prises. Reste à savoir comment on va le faire, si les pêcheurs vont être incités ou s'ils voudront plutôt, puisqu'on est sur la libre entreprise, sortir de la ZEE ou pas. Voilà, jusqu'à présent, la pêche elle a été structurée par un schéma directeur de la pêche hauturière qui a été suivi. Et donc maintenant, ce schéma directeur, il doit être repensé en accord avec les armateurs, les marailleurs, et pour avoir un développement suivi et pérenne. Mario nous parlait d'emplois en Polynésie. La pêche, c'est combien d'emplois? La pêche, c'est combien d'emplois? Bonne question. Alors, je ne saurais pas vous répondre. Je sais que pour un emploi à embarquer, c'est 2 emplois à terre.
Voilà, sur 81 navires, combien d'hommes sur un palangrier, au moins une dizaine, 5. D'accord. D'accord. Et quelles sont les perspectives de développement? De la pêche? Oui. Comme je viens de vous le dire, l'ambition gouvernementale, c'est de tripler le volume de pêche à un horizon à moyen terme. Donc passer de 7 300 tonnes à 21 000 tonnes. Reste à savoir comment ça va être fait. En fait, il y aura différents scénarios qui vont être étudiés. Est-ce qu'on va aller vers du congelé? Est-ce qu'on va aller vers sortir de la ZE et continuer à prendre du frais? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que il y a encore une marge de manœuvre sur le volume d'exportation de thon rouge. En revanche, le marché du thon blanc, du germon, qui représente 50% des prises, il est saturé. Et le bycatch, qui représente 10%, c'est encore une autre question. Donc, si on veut tripler, il ne s'agit pas de mettre 3 fois plus de bateaux sur la même zone déjà pêchée. Donc, voir si on travaille sur la transformation, sur la diversification des espèces, sur la sortie de la ZE pour aller prélever en même temps que les seineurs, sur les mêmes zones que les seineurs étrangers qui sont de l'autre côté de la frontière. Mais ça, c'est à étudier avec les acteurs. Et vous-même, vous avez une industrie de transformation? Pas du tout. Non, mais en Polynésie. En Polynésie, oui, c'est ce que je vous ai dit. Pardon, excusez-moi. C'est ce que je vous ai dit. On a des armateurs marailleurs et la transformation est faite sur place. On forme les marins, on construit les bateaux, on les pêche, on pêche aux poissons, on les transforme et on exporte. Donc il y a à la fois de la transformation pour la consommation locale et très peu pour l'export. Et est-ce que la perliculture, c'est une aquaculture? C'est une forme de culture, c'est une forme d'élevage, oui, c'est une forme de culture. Oui. Et que représente l'aquaculture en Polynésie alors? C'est une filière émergente. C'est une filière émergente. On a principalement de la crevette bleue, mais beaucoup moins que la Calédonie. On a 150 tonnes de production par an sur de la crevette bleue, exemple de maladie. Donc on fait très attention à tout ce qui est biosécurité, carénage des navires. Et on a un projet de développement d'une zone biomarine. Voilà, à Tahiti, qui est une zone innovante, qui sera étendue sur 35 hectares et qui va permettre de créer entre 75 et 100 emplois dans la filière, principalement pour la crevette, de manière à développer cette production sur laquelle existent aussi des marges d'exportation. D'accord. Et à Mayotte, est-ce qu'il y a une aquaculture? Historiquement, oui. Historiquement, oui. Aujourd'hui, non. C'est un projet qu'on s'est saisi au cluster. Donc, pour la petite histoire, Mayotte était l'un des premiers producteurs aquaculture dans les Outre-mer. On a produit jusqu'à 200 tonnes en 2012, 2013, 2014, avant la fin de l'aquaculture au niveau local. Donc, aujourd'hui, le cluster, on s'est saisi de cette question. Disons que le vrai frein, ou ce qui a mené à un déclin cette filière, ça a été une question de gouvernance, tout simplement, à l'époque. C'est quelque chose de... Juste une question de gouvernance, parce que sur le territoire, on dispose de la ressource environnementale, le lagon qui est là pour pouvoir développer. Il est vrai que l'expertise, ça manque un peu, mais il y avait une assistance de IFRIMER qui était présente sur le territoire. À l'époque, il y avait une association qui portait les closeries au niveau local et quelques petites exploitations autour pour produire ces 200 tonnes. L'association, ça a pris fin, question de gouvernance, comme je le disais, et les autres structures n'ont pas survécu tout simplement parce que l'écloserie a fermé ses portes. Du coup, on est allé vers un système d'importation des alevins. Ce qui est, je vous dis, c'est très compliqué. Donc, faire venir des alevins avec les rotations aériennes, je ne vous dis pas, ça n'a pas tenu du tout. Aujourd'hui, on veut relancer cette filière. C'est une question que moi, je me suis beaucoup impliquée depuis mes prises de fonction. On a commencé à réfléchir sur une aquaculture d'avenir, aquaculture mais autrement. Réfléchir sur des solutions sur l'importation des alevins, l'alimentation, comment lever ces freins-là qui préexistaient avant, qui aujourd'hui développaient quelque chose de différent. Donc on travaille beaucoup avec les acteurs au niveau local. On a un schéma, au niveau local, on a un schéma de développement de l'aquaculture. Donc j'aime à dire que pour développer l'aquaculture chez nous, ce n'est pas une question d'argent parce que c'est financé par la FIAMPA.
à très large d'ailleurs. Il y a déjà eu, il y a 3 ans, il y a déjà eu 1 million qui était débloqué pour lancer cette filière, mais ça n'a pas tenu parce que justement, il n'y avait pas une structure assez costaud, si je puis dire, pour porter le reste des acteurs. Donc c'est sur ça qu'on travaille aujourd'hui, essayer de restructurer, avoir un bon portage du projet et relancer la filière. Et c'est plutôt bien parti ou il y a encore trop de difficultés, de freins? S'il y a une volonté, est-ce qu'il y a un chemin? Disons que ça, pour être honnête, ça reste une volonté politique. on est en train de convaincre les politiques du bien fondé de l'enjeu de ce projet-là. Mais tous les autres freins qui entourent ont été levés aujourd'hui. Et vous produiriez quoi? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Parce que avant, on produisait de l'ombril. Et je vous dis, l'ombril, on ne le consomme pas à Mayotte. Donc, c'était une filière d'exportation. Donc, 60-70% de ce qui était produit, c'était vendu à l'extérieur. Moi, j'appelais ça une filière sous perfusion parce que pour pouvoir exporter, il fallait que les producteurs soient... Il y avait des mesures... des mesures d'assistance, en fait. Des mesures compensatoires. Pour pouvoir vendre à l'extérieur, les producteurs bénéficiaient d'une aide au niveau local, qui aujourd'hui, ce n'est plus possible avec l'Union européenne, qui disait quitter l'Europe. L'Europe, voilà, aujourd'hui, elle ne nous permet plus beaucoup de choses. Étant d'homme, beaucoup de choses nous est plus permis au niveau du département pour financer ce type de filière. Donc, du coup, j'en étais où? C'était quoi la question? Sur la production, on réfléchit surtout pas l'ombril. Surtout pas l'ombril, ça c'est ce que je répète partout où je vais, surtout pas l'ombril. Il faut aujourd'hui qu'on puisse produire pour nourrir la population locale, c'est ça le plus important. Donc il y a des espèces qui ont été identifiées, je ne vais pas vous le dire, je ne retiens pas les noms, je retiens pas les noms, mais aujourd'hui il y a au moins une espèce qui a été identifiée avec les affaires maritimes, donc on a identifié une espèce qu'aujourd'hui il est possible qu'on développe au niveau local. Et l'aquaculture en Nouvelle-Calédonie? Alors, juste, on m'a fait un appel du pied de loin, juste pour parler un peu du schéma directeur de la pêche hauturière qui a été élaboré l'année dernière, un peu sur l'idée de la Polynésie, qui a fait ça il y a à peu près, je crois, en 2017, et qui va vers des tendances économiques assez fortes, hein, puisque pour tripler le volume de pêche, c'est des ambitions. On essaie de le faire un peu ici aussi à travers une réflexion qu'on s'est mis une réflexion de la filière pour dire où on peut aller, comment on peut mieux le valoriser. Donc on a sorti un schéma directeur de la pêche hauturière. Pour répondre à votre question sur l'aquaculture, je vais essayer de répondre sur le peu que je sais. La principale, le travail ici, c'est les crevettes. Il y a à peu près 22 fermes. Qui malheureusement cette année a été une année assez mauvaise puisqu'ils ont pu sortir que 850 tonnes. D'habitude, la moyenne est à peu près 1300 tonnes, en sachant que c'était un projet, c'est une crevette qui est à 80% exportée, à 20% qui est dédiée au marché local, et qui est une filière qui a forte valeur, puisque c'est une crevette bleue qui est assez unique et très appréciée des Japonais, puisque c'est une des seules crevettes qu'ils arrivent à consommer crue une fois décongelée. Donc tout ça, il y a un gros travail des fermiers pour améliorer la souche des crevettes pour qu'elles soient plus pérennes dans le temps. Voilà. Et l'autre aquaculture, c'est d'Atouo. Donc il y a des élevages de poites qui a eu lieu. Il y a eu des essais sur des poissons, comment dire, plus petits poissons, les pics-oreillers, effectivement, mais bon, ça a été déplacé vers tout haut parce que les trucs, c'est plus la poite, quoi. Donc voilà. Donc c'est des essais, ils font des essais, ils ont fait des essais sur la loche truite et sur le maï-maï, mais c'est des petits, c'est tout petit. Donc voilà. Mais je ne vais pas trop m'avancer parce que mais je réponds quand même sur l'aquaculture. Voilà. Merci, merci. Avant de refermer ce thème, avez-vous des questions? S'il y a des questions dans la salle. Oui. La pêche côtière. Tu as raison Thomas, la pêche côtière. Donc la pêche côtière, c'est
C'est à peu près 3000 tonnes de pêche côtière faites par des professionnels dans les 3 provinces. Je crois que c'est 600 pêcheurs enregistrés. Mais c'est quand même un marché de 9000 tonnes. Donc la différence est faite par les pêcheurs de plaisance avec un marché parallèle. Donc c'est ça la problématique. Donc il y a aussi un autre travail qui a été fait identique à celui-ci, mais uniquement dédié à la pêche côtière, pour pouvoir essayer de mettre en avant toute la réglementation, la formation et la pêche côtière. Donc récemment, les pêcheurs côtiers ont été reconnus comme un patron de pêche, donc avec aussi le label éco-responsable, pêche responsable, qui est aussi mis en place pour ces pêcheurs côtiers afin de valoriser au mieux le poisson. Si j'ai oublié quelque chose, tu peux intervenir. Alors, j'ai eu l'opportunité d'aller à Tahiti il y a 15 jours et poser pas mal de questions sur la pêche. Effectivement, je vois qu'ils sont très avancés. Mais nous, on s'est d'abord tourné vers le nickel. Ça a été la Calédonie a été vers le nickel et la pêche est venue un peu après. Donc, c'est vraiment la province des îles qui s'est ouverte là-dessus et on a suivi. En revanche, pour la construction des navires de pêche, il n'y a pas de chantier qui est dédié à ça. Il y a eu quelques essais, mais sur des bateaux beaucoup plus petits. Et c'est vrai que la réflexion se fait plus sur des chantiers pour des bateaux de pêche, on va dire, lagonaires, de plus petite taille, à moins de 12 mètres. Et c'est quelque chose qui fait partie du travail du chemin directeur. Pour la pêche hauturière, on n'est que 16 navires, ils sont 80. Il y a toute une démarche quand même qui est assez soutenue et qui est mise en avant par le pays, puisqu'ils ont révélé un secrétaire de la mer. Donc il y a beaucoup de choses qui sont assez inspirantes. Il y a beaucoup de choses que nous, on sait faire aussi différemment, mais je trouve qu'on a la chance d'avoir dans le Pacifique Sud 2 pays qui sont dédiés à la pêche palangrière, qui sont exportatrices et qui contribuent à l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que vous percevez dans le futur des freins à votre développement qui pourraient être de nature liée à la pêche extérieure des zones économiques exclusives qui sont les vôtres et qui tapent lourdement dans un stock de reproduction de poissons, ou des politiques publiques internes de préservation des milieux, mais qui imposerait des règles un peu restrictives en ce qui concerne vos activités? Bon, je vais répondre parce que le deuxième sujet est chaud bouillant. Effectivement, il y a une pression de pêche extérieure qui est très très forte de la part de nos voisins. Comme l'expliquaient ce matin les divers intervenants, il y a des pays voisins, la ressource, la ressource naturelle, c'est le thon. Donc ils vont vendre des jours de mer, ils vont vendre des licences de pêche à des armements étrangers, notamment chinois, coréens, japonais, ou maintenant il y a peut-être des Américains vers la Polynésie, qui ont une pression de pêche qui est très très forte, puisque ce sont des seineurs. Et je donne toujours cet exemple, un seineur pêche 3000 tonnes par an, alors que nous, 16 navires, pêchent 2500 tonnes en une année. Donc effectivement, on le ressent sur la pression de pêche, en sachant qu'il y a dans la poche internationale du sud de la zone des ZEE, où il y a énormément de bateaux qui viennent aussi pêcher. Ils vont pêcher des juvéniles, donc ils vont pêcher les petites espèces qui n'ont pas eu le temps de se reproduire. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui va nous pénaliser sur du long terme. Bien qu'on soit des sentinelles de mer, mais on n'est que 16 navires, comme le précisait le Haussaire dans sa déclaration d'ouverture.
Ça fait lien aussi que récemment, il y a eu un arrêté qui a été voté pour mettre en place la Nouvelle-Calédonie à l'échelle internationale, en disant qu'ils participent à la biodiversité, à des réserves. Donc il y a 10% de réserves qui ont été hautement protégées et classées en catégorie 1 et 2 à l'UICN. Et effectivement, nous, ça a été pour nous, on le voit comme un frein, puisqu'on n'est que 16 navires, on n'est pas nombreux, la pression de pêche, elle est très, très faible. Notre problème, c'est que ces zones-là où on ne pourra plus avoir accès, on va voir comment... et c'est des zones où, par le changement climatique, sont amenés à nous, à nous amener vers ces endroits-là qui seront maintenant désormais plus accessibles pour la pêche. Donc on est en observateur. Tant mieux pour la Calédonie de rayonner à l'international, mais il ne faut pas oublier que la fragilité de la pêche hauturière en Calédonie, elle est présente aussi. Donc voilà, donc il faut faire attention. Oui, merci pour ta question, Lionel. Alors sur les contraintes, il y en a évidemment quelques-unes. Conjoncturellement, sur la construction navale, on a le conflit russo-ukrainien et la volatilité des prix de l'acier qui impactent quand même l'activité construction. Et pour compléter ce que disait notre collègue sur les prises à l'extérieur des ZE et la pression de pêche, donc on a deux enjeux, c'est la surveillance des pêches, et on a aussi quand même obtenu, la France et d'autres pays ont obtenu un progrès au niveau des commissions tonnières. Donc la Polynésie, au niveau des commissions tonnières internationales, elle siège à la fois sur le Pacifique Ouest et sur le Pacifique Est, puisqu'on est à cheval entre les deux. Et donc il y a une recommandation incitative qui vient de passer, qui a été votée à l'unanimité des 180 pays participants, qui est que les seineurs fassent en sorte de récupérer leurs DCP dérivants avant l'entrée dans notre ZE, et également qu'ils s'engagent à construire à l'avenir des DCP biodégradables, puisque c'est un très très grand problème pour nous. On a beaucoup de ces grands radeaux de plastique destinés à concentrer et à attirer le poisson qu'on retrouve échoués sur nos atolls. Voilà. Et enfin, pour parler des filières d'avenir, je voulais quand même remercier l'organisation pour les synergies que ça permet de créer, puisque sur l'aquaculture, on a aussi l'algoculture, et donc on s'est rendu compte qu'à Mayotte, ils travaillaient sur les algues rouges, et en Polynésie, on travaille sur les algues rouges. Et comme Lionel nous a appris que les espèces au niveau de l'océan Indien et l'océan Pacifique avaient des similarités, on va regarder ça de plus près. Juste pour compléter sur la question de Lionel, là, nous, on est en train, c'est vrai, de structurer notre filière pêche, mais on est aussi touché par la question des seniors. On a, à l'heure actuelle, 5 seniors. L'année prochaine, on va passer à 8. La question sur la ressource au niveau de notre territoire, elle est posée parce que l'Union européenne la demande. Donc, il y a quelques restrictions de pêche qui s'appliquent sur notre territoire, alors qu'ils ne s'appliquent pas sur les Tonio-Sonians, à cause de cette question de ressources. Aujourd'hui, c'est devenu une question politique, parce que ça nous bloque pour les pêcheurs, ça bloque pour leur activité. Le renouvellement de la flotte n'est pas possible parce que la ressource, aujourd'hui, elle n'est pas quantifiée. Et pourtant, l'Union européenne continue à donner des autorisations de pêche sur notre territoire, tout en ayant un discours contraire que la ressource elle est en train d'être impactée. Il y a une diminution de la ressource sur notre territoire. Donc aujourd'hui, nous, on demande un éclaircissement sur ce sujet-là, parce que ça ne peut pas être l'un et l'inverse à côté. Nous voulons renouveler notre flotte assez rapidement avant que l'échéance arrive à terme. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir partagé vos expériences. Nous allons aborder la question de la filière des navires hors d'usage avec Franck Olivier de Royal Récit Boat, Loïc Le Fougoc de La Réunion et Cameron Diver, le directeur de cabinet de la présidente de la province Sud. Tout à l'heure, le directeur de la CECAL a abordé un petit peu le sujet des navires hors d'usage pour expliquer que,
dans la zone de Nimbaud, on avait beaucoup dépollué. Évidemment, la question, c'est de savoir, et puisqu'il l'expliquait un petit peu, c'est qu'est-ce que l'on fait de ces navires. D'abord, on parle de filière, c'est-à-dire cette filière, elle pourrait s'organiser de quelle manière et elle s'organise de quelle manière? Cameron, est-ce que je peux vous demander un petit mot? Merci, bonjour. Donc, cette filière s'organise, mais pour l'heure est embryonnaire. Okay, c'est quelque chose qui est effectivement une filière d'avenir au sens propre du terme. C'est quelque chose sur lequel la province Sud travaille étroitement avec le gouvernement, avec le cluster maritime, et dont l'idée même est intégrée pleinement dans le développement du pôle maritime dont on a parlé dans la session précédente. Ce qui est important, c'est quelques chiffres, c'est de noter qu'on a à peu près 27 000 bateaux de plaisance, il me semble, en Nouvelle-Calédonie, dont plus de 6 000 ont plus de 35 ans. Ce qui veut dire qu'on a besoin de prévoir, d'anticiper en fait la sortie d'usage de ces navires dans le temps, l'immatriculation de nouveaux navires, et donc la perspective se crée d'une filière durable dans le temps, et aussi pour la province durable en termes d'environnement, puisque l'action que l'on mène s'inscrit dans le schéma provincial de gestion des déchets. Donc ce sont des déchets marins, et ce que l'on souhaite faire, c'est de voir comment on peut à la fois déconstruire des navires, comment on peut valoriser les déchets. Il y a eu un chantier pilote en 2022, il me semble, où 16 navires ont été déconstruits, et d'après les retours, il y avait 90% des déchets qui ont pu être justement revalorisés, et donc 10% uniquement qui avaient besoin d'être enfouis. Donc c'est quelque chose qui nous permet à la fois de créer une filière de déconstruction des navires avec la technicité, la capacité, les plateformes qu'il faut pour cela, et aussi d'envisager la création de filières renforcées de recyclage des déchets, de réutilisation et de revalorisation des déchets qui viendraient donc de la sortie d'usage de ces navires. C'est quelque chose qui a un coût. Hein, si on veut déconstruire plus de 6 000 navires sur les 15 années qui viennent, ça fait plus de 400 navires par an, avec un coût qui avoisine 50 à 56 millions de francs CFP par an, juste pour la gestion de la filière. Maintenant, bien évidemment, ça crée un bénéfice économique à côté, ça crée des besoins de formation, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse, et ça va certainement créer d'autres opportunités par la suite. Donc, le fait de dire ça a un coût, ça ne doit pas être un frein, parce que derrière le coût, en fait, il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent, en gros. Et donc, derrière le coût, il y a aussi le bénéfice économique qui peut être créé, au-delà du bénéfice environnemental qui découle, en fait, d'une filière de déconstruction des navires qui est structurée, réglementée et bien gérée. Donc ça, c'est l'objectif que l'on se fixe avec nos partenaires dans ce projet, le gouvernement, le cluster maritime, le port autonome en particulier. Vous disiez que la filière est embryonnaire, c'est-à-dire on en est à quel stade aujourd'hui? On en est au stade où, alors pour refaire un peu d'historique, le cluster maritime a réalisé une étude diagnostique entre 2018 et 2020 qui a permis de poser les bases de ce qui pourrait être cette filière de déconstruction des navires en Nouvelle-Calédonie. On est aidé également par le fait qu'il y a le chantier de déconstruction des patrouilleurs P400 qui s'intègre également dans les perspectives de déconstruction en Nouvelle-Calédonie, qui donc vient renforcer le tonnage, si vous voulez, au-delà des navires de plaisance qu'il faut déconstruire. Et on a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier chantier pilote en 2022, qui a donc fait ses preuves et qui permet d'envisager, je pense c'est au cours du premier trimestre ou au premier semestre de l'année prochaine, si je ne m'abuse, un deuxième chantier qui permet justement de monter en puissance, de structurer la filière, de voir si on a les moyens pour répondre aux besoins, et puis derrière de voir avec les partenaires
comment on peut faire pour mettre en place, en fait, au-delà des capacités techniques et humaines qui sont nécessaires, les capacités financières, en fait, pour venir sous-tendre la durabilité et la pérennité, en fait, de la filière. Et il y a un certain nombre de perspectives qui se posent pour structurer justement cette filière à l'avenir. Une forme de permis de plaisance pour des navires qui viennent dans nos eaux et qui ne sont pas locaux, une assurance obligatoire qui prendrait en charge comment je vais dire ça, oui, le renflouement des navires, d'autres sources de financement qui peuvent être publiques ou privées, justement pour permettre encore une fois de croiser ces sources de financement pour que ce ne soit pas porté uniquement par la puissance publique, mais que ce soit également quelque chose soutenu bien évidemment par les collectivités, mais dont les utilisateurs du monde marin soient aussi à la fois en fait, des acteurs du financement de la filière dans leur propre intérêt, hein, pour éviter en fait les comportements pervers, par exemple, où on échoue volontairement un navire, où on l'abandonne et puis on se dit, bah voilà, derrière ça, c'est la collectivité qui va gérer pour moi le déchet. On veut faire en sorte de changer un petit peu les comportements à ce niveau-là par des moyens incitatifs qui font pleinement partie, en fait, de la stratégie derrière la structuration de la filière. Et les investissements dont vous nous parliez porteraient sur quoi? Des structures spécifiques? Enfin, sur quoi porteraient ces... Alors, il y a eu quelques illustrations justement dans la présentation précédente où il y a à Nambo effectivement une étude sur une plateforme de déconstruction des navires où on a la possibilité d'envisager des cales de halage en collaboration avec le port autonome. La filière se structurera également sur de la formation. Parce que qui dit déconstruction de navires dit une forme de technicité que certains ont peut-être en Nouvelle-Calédonie, mais qui n'est peut-être pas en termes d'échelle ce qu'il faudrait pour qu'on puisse mettre en place la filière pleinement. On a besoin d'inciter les jeunes à s'inscrire dans ce métier-là pour leur dire, bah voilà, si vous voulez travailler sur un chantier naval de déconstruction, c'est pas que quelque chose qui va durer 5 ans, ça va vous permettre de vivre, de faire vivre vos familles. Ça nous demande de réfléchir aussi à nos besoins, comment je vais dire ça, en formation locale. Okay, on peut former des Calédoniens et d'autres à l'extérieur pour venir faire de la déconstruction en Nouvelle-Calédonie. Mais si on s'inscrit, et je rebondis un petit peu sur ce que Mario disait tout à l'heure, si on se tourne vers la mer, parenthèse, la Nouvelle-Calédonie étant victime du nickel est une île qui est tournée vers la terre. Et aujourd'hui, en fait, le plus grand champ de la Nouvelle-Calédonie, c'est la mer, et il est bien temps de se tourner vers la mer, mais quand on se tourne vers la mer, en fait, c'est un petit peu comme les supertankers, il faut un petit peu de temps pour le faire, et tout cela demande à mettre en place, comme je l'ai dit, des moyens d'anticipation, de formation, de besoins, de financement, de technicité, etc. Donc on doit réfléchir nous-mêmes à se dire, est-ce qu'on crée des formations de déconstruction en Nouvelle-Calédonie pour la jeunesse, en collaboration avec l'école des métiers de la mer, avec l'université, avec le cluster, etc. Et est-ce qu'on inscrit durablement, en fait, l'économie bleue dans les perspectives d'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui viennent, au-delà de cette filière de déconstruction dont on parle, irriguer la réflexion sur l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie en parallèle et en complément du nickel, mais pleinement engagé dans ce qu'est la Nouvelle-Calédonie, une île d'Océanie qui doit donc pleinement tirer profit justement dans son environnement qui est un environnement marin principalement. Franck-Olivier, vous nous avez rejoint. Vous êtes un peu un précurseur dans la filière. Alors oui, effectivement, on est parti d'une problématique, on a essayé de trouver des solutions pour la déconstruction de bateaux et c'est très agréable d'entendre qu'il y ait des filières complètes qui structurent. Je vous rassure, on n'est pas sur comment on appelle ça, des méthodologies qui sont très compliquées, donc la formation peut être complètement facile et ça veut dire qu'on peut adresser aussi ce genre de nouveaux métiers calédonien à n'importe quelle population et on peut partir de n'importe quelle tranche d'âge aussi. On peut aller sur de la reconversion parce qu'on sait qu'on a des bassins qui sont un peu en pénurie d'emploi, donc on peut vraiment aller chercher d'autres types de personnes qui sont déjà chalumistes ou qui sont peut-être sur l'industrie ou du nickel. Et en fait, aujourd'hui, nous,
Royal Rossybot, on a changé un peu la façon de faire et on a essayé de trouver un nouveau mode et de ne pas déconstruire bêtement, on va dire, les bateaux. L'idée, c'est de faire une déconstruction pure et dure. Donc, en fait, on fait soit de la déconstruction, soit du démantèlement. Et le démantèlement, c'est de la dépollution. Donc, on est parti sur la base de démantèlement et en fait, on enlève pièce par pièce, on trie par métaux ou par éléments et on trie vraiment les déchets, et ce qui nous permet en fait de chercher des solutions par produit. Exemple, les bateaux, hein, les Blue Boat, vous avez du bois de bateau un peu de partout dans la station N, et aujourd'hui c'est une association d'idées avec un architecte, avec un maître d'ouvrage qui ont pris le pari de mettre ces bois de bateau dans une décoration. L'accastillage, c'est très simple, hein. On a créé la première casse bateau en ligne. Alors, elle existait déjà, la casse bateau, la casse marine, mais on l'a faite en ligne et on récupère tous les éléments d'accastillage. Et ça peut aller du haut-banc qui se transforme en garde-corps ou tout simplement la petite poulie que la personne a besoin pour son bateau et elle vient la chercher. Après, tout ce qui est métaux, on a des filières d'export et des filières de revalorisation locale, l'aluminium par exemple avec EMC. Et d'ailleurs, EMC aussi est spécialisé dans la déconstruction de bateaux. Ils sont métallurgistes ou ils sont ferrailleurs, donc ils ont aussi cette compétence. Et l'avantage de nos deux sociétés, c'est qu'on a pu prouver par A plus B qu'on était capable de faire des chantiers ICPE, temporaires pour l'instant. Et si on arrive à inscrire effectivement un chantier de déconstruction navale sur du long terme, ben là on pourra demander une plateforme ICPE définitive avec des rubriques bien spécifiques, avec un cadre réglementaire bien spécifique, mais au moins on respectera tout ce qui est ou du démantèlement ou de la déconstruction, mais démantèlement c'est bien avec des pollutions. Et avec votre expérience et avec le cadre qui nous a été rappelé, comment vous voyez justement l'avenir de cette filière ici en Nouvelle-Calédonie ? Déjà dans 2 ans il faut déconstruire la 2P400, ça serait une bonne chose. Je pense que la Calédonie serait fière de pouvoir... d'avoir pu déconstruire ces bateaux. Au-delà de ça, on a, alors je dirais pas des milliers, mais des centaines de bateaux qui naviguent au large. Et hormis la maintenance et tout ce qui est réparation navale, on peut aussi proposer un service de déconstruction et je pense qu'on doit pouvoir être compétitif en termes de prix. On gagne en gain de transport pour aller jusqu'en Nouvelle-Zélande ou en Australie pour la maintenance, donc pareil pour la déconstruction. Et si on répond aux normes européennes de déconstruction, en fait, on a tous les atouts pour le faire. Toutes les compétences sont présentes sur le territoire. Il manque juste effectivement une installation classée définitive, parce que du temporaire, on est capable de le faire. On a vu avec le port autonome, on est capable de proposer des solutions avec le sol étanché. Ce qui permet en fait de ne pas polluer les sols. Et après, toute la filière de déchets, elle est existante sur le territoire, aussi bien pour les déchets industriels banals que pour les déchets dangereux, avec beaucoup d'entreprises qui ont une convention de Bâle signée avec la Nouvelle-Zélande pour l'envoi des déchets. Et concrètement, votre entreprise, c'est combien de salariés ? Comment vous fonctionnez ? Et vous existez depuis combien de temps ? Alors on existe depuis 2017, suite à une journée de la mer où il a été dit qu'il n'existait pas d'entreprise capable de démanteler des bateaux en Calédonie. Donc merci Emma du cluster maritime. On est entre... alors aujourd'hui on a 2 CDI et on monte jusqu'à 10 salariés ponctuellement quand on a des chantiers de démantèlement. Ça se structure en fait sur une période malheureusement allant de novembre à avril, mai, toutes les périodes cycloniques. Et on se retrouve effectivement avec... tous les bateaux qui sont pris en charge par les assurances en frais de retirement ou pris en charge par les institutions quand il n'y a personne qui les prend et qu'il y a un danger de navigabilité ou tout simplement un danger environnemental. Et on construit sur ces 6 mois. Mais si on arrive à avoir effectivement du flux beaucoup plus important de navires à déconstruire, je pense que c'est une filière qui peut se structurer à 10-20 salariés par province, par exemple, et on peut déborder même sur de la déconstruction d'engins, sur la déconstruction de bus ou tout autre type de moyens de transport. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on puisse déconstruire les avions d'Air Calédonie ou d'Air Calin sur le territoire, puisqu'ils sont envoyés en Arizona pour être déconstruits, alors qu'on a la main-d'œuvre pour le faire ici et on a les compétences. Et vous avez, tout à l'heure, Cameron nous parlait il y a eu une phase test. Vous y avez participé ? Comment ça s'est passé ? Alors effectivement, en 2020, la province Sud a lancé un appel d'offres pour un démantèlement de 14 NHU, donc navires hors d'usage. On a demandé un chantier ICPE temporaire sur la zone des Jardins du Sud, des Jardins du Port, pardon, pas Jardins du Sud. Et désolé, c'est le décalage horaire. Et du coup, en fait, on a fait notre chantier test avec une traçabilité de tous les déchets.
On est passé du déchet réglementé avec Trécodec par la filière métal. L'accastillage, on a effectivement récupéré beaucoup d'accastillages qui sont en vente actuellement. Et nous, on a développé un procédé de recyclage de la fibre de verre. On est en phase R&D sur cette partie-là et on est en train de créer une nouvelle matière première à partir de fibres de verre de bateau ou de pales d'éoliennes ou tout autre produit en fibre de verre. Merci beaucoup. Alors, à La Réunion, comment ça se passe ? Eh ben, je suis bien content d'être entouré de deux experts parce que vous parlez d'une filière embryonnaire. Je crois qu'on n'est même pas au stade gamète à La Réunion, finalement. Du coup, je crois que je vais les embarquer avec moi au retour à La Réunion pour qu'on puisse faire une réunion de travail avec les gestionnaires portuaires de plaisance, car la problématique à La Réunion est vraiment liée au foncier dans les ports de plaisance. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre que les bateaux s'échouent avec un cyclone pour qu'on puisse commencer à les démanteler, ce qui est une vraie problématique parce qu'aujourd'hui ne peut être pris comme une expropriation tout navire présentant un danger pour la navigation. Or, lorsque c'est une épave qui est hackée, ça reste une épave hackée et ne présente pas de danger. Puis d'ailleurs, le propriétaire ne paie plus sa place. Puis il est parti dans une île voisine. Du coup, on est au stade vraiment avant la première étape de projet pilote. C'est comme ça qu'on commence, effectivement, pour voir si on a les capacités de mettre en place techniquement cette filière. Nous, on en est encore sur cette réflexion de savoir comment on va pouvoir sortir des navires qui devraient être hors d'usage, mais qui sont encore dans nos ports. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'avance pas à La Réunion. Notamment, on a, nous, la chance d'avoir le concours de l'APER, la filière de l'éco-organisme en charge de la déconstruction des navires de plaisance au niveau national, qui s'est lancé sur les territoires régionaux, nationaux de métropole, et puis qui a aujourd'hui vocation d'aller sur les territoires ultramarins. Donc, j'entends pas tous. En tout cas, ils sont venus à La Réunion et puis ils ont identifié immédiatement, donc c'était quand même en 2018-2019, qu'il y avait 100 à 150 navires à déconstruire immédiatement. D'où l'idée pour eux après de venir apporter leur expertise, leur facilité administrative, parce que c'est là la difficulté pour aller aussi déconstruire un navire et puis prendre en charge, parce que nous c'est ça là, aussi la paire, c'est la prise en charge globalement de la déconstruction du navire, en partenariat avec un acteur de la valorisation des déchets, de la déconstruction des déchets. Alors aujourd'hui, il y a un acteur qui est retenu à La Réunion, qui a déjà son cœur de métier sur la valorisation des déchets terrestres et puis qui veut tenter l'aventure sur la filière de déconstruction de navires de plaisance. Et donc on a le gestionnaire portuaire qui a quand même réussi à sortir de l'eau des vraies épaves qui étaient soit sur leur terre-plein et qui ont créé une zone temporaire avec une demande d'ICPE provisoire. Ça demande beaucoup de temps même d'avoir une ICPE provisoire. On devait avoir des nouvelles au premier trimestre 2023. Voilà, donc on attend toujours des nouvelles. Mais en tout cas, les navires sont là, l'industriel est prêt. Par contre, nos matériaux, nous, sont composés à, on va dire que les navires de plaisance, c'est plutôt 80% donc de fibres plastiques, époxy, résine et autres. Et du coup, la valorisation de ces matières-là, actuellement à La Réunion, ne se fait que par l'enfouissement. Viendra peut-être l'étape qui est peut-être de moindre mal par la valorisation thermique, parce qu'on va avoir aussi de la valorisation thermique avec des comment on appelle ça, des incinérateurs, merci, des incinérateurs, et donc ça partira dans cette petite part du plastique. Ça ne représentera qu'une petite part de tout ce qui va être incinéré sur le territoire. Nous, on est vraiment intéressés aussi par ce qui est le cycle de vie global du navire.
J'en parlais tout à l'heure dans ma question, hein, c'est pas anodin. Il faut d'ores et déjà penser, quand on pense à la filière de déconstruction, du coup, au prochain navire, il faudrait peut-être les faire avec une matière un peu plus noble, valorisable, parce que c'est tout ça aussi l'enjeu de la décarbonation, quelque part, si on peut maîtriser aussi tout le cycle de vie. Donc on a besoin de vous, quelque part, pour votre expertise sur votre expertise technique, pour qu'on puisse nous passer au stade de la fécondation, puis passer peut-être au stade embryonnaire, et peut-être dès là vous aurez des petits-enfants, vous. Donc, Oui, je vous en prie, vas-y. Je voulais juste compléter avec un ou deux éléments sur la question des navires hors d'usage. Donc là, l'aspect technique a été bien abordé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un plaisancier qui perd son navire, dans 50% des cas, c'est un plaisancier qui ne voulait plus de son navire. Aujourd'hui, conjoncturellement, on a des bateaux qui ont été achetés dans les années 80. On en est parfois au 5e ou 6e propriétaire. Donc parfois, souvent, un coup sur deux, je vous le disais, les gens ont tendance à gommer les noms de leurs bateaux, effacer leurs numéros, et on se retrouve avec des vraies épaves, flottantes ou pas. Et là commence une réelle opération d'inspection qui mobilise beaucoup de moyens au port. Aussi, je me tourne vers mon camarade des affaires maritimes, évacuer un bateau dont on n'a plus aucune signe d'identité, on en a pour presque 1 an de procédure. La finalité, c'est que le renflouage ou le remorquage du bateau, c'est aux frais des institutions. Jusqu'alors, c'était beaucoup le port. Et la déconstruction, parfois, c'est aussi le port. À titre d'information, l'année dernière, on a tous, peut-être vous avez en mémoire, le coup de vent de Gabriel. Donc un fort coup d'ouest cumulé avec un coefficient de marée un peu important. 14 épaves se retrouvent dans les enrochements sur la baie de l'Orphelinat, exactement. Et donc là, il y a un compte à rebours qui s'opère pour rapidement mettre en œuvre toutes les procédures administratives, parce que sinon, si on ne met pas la main sur le propriétaire tout de suite, les propriétaires ont parfois tendance à s'échapper. Et après, il faut les retrouver, quoi. Donc, alors, quand ils sont assurés, ce qu'il faut avoir en tête aussi, un point important, c'est que l'assurance ne couvre que le renflouement. Et finalement, le renflouement, c'est 1/3 du coût, hein. Donc déconstruire un bateau, c'est un bateau en fibre de 7-8 mètres, il faut compter 750 000 francs dans ces eaux-là. Donc voilà, cette déconstruction-là, brutalement, c'est nous qui le payons. Voilà. Et le renflouement, en général, ça peut aller jusqu'à 200-300 000 francs. Là, c'est bien pris en charge par les assurances. Pardon. Donc, ce qui est très important, c'est le savoir-faire, comment on le déconstruit, comment on le fait, mais c'est aussi intégrer le processus administratif qui est lourd, qui coûte. Ça passe par le port, quand c'est dans le domaine du port. Sinon si ça arrive de l'autre côté du port, c'est plutôt la province. Ensuite, il faut se retourner vers la dame. Et les procédures de déchéance de propriété, c'est le haut commissaire qui les signe. Avec des parutions par voie publique. Enfin, voilà. Avant de déconstruire un équipement, un bien privé, il faut se lever tôt le matin, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et c'est quelque chose dans cette filière qu'il faut vraiment intégrer. Parce que ça soulagera les institutions, parce qu'on a d'autres missions aussi en parallèle. Et juste pour finir sur la déconstruction, il y a conjoncturellement 2 choses. Il y a des gros bateaux. Les P400, le Grete Teresa, ça c'est assez conjoncturel. Une fois qu'on les aura traités, on n'en aura pas tout de suite. En revanche, c'est vrai, la déconstruction de navires de plaisance, ça a un flot plus continu. Si je peux compléter juste d'un mot, il n'y a pas de meilleur déchet que celui qui n'existe pas. Et en règle générale, après chaque coup d'ouest, ce qu'on a, puisqu'on est très protégé du sud-est, c'est qu'on a un maximum de bateaux. Là, le dernier coup de vent, c'était 14 bateaux sur la côte. Comment peut-on faire pour éviter qu'ils aillent se mettre au sec? Et là, je dirais que Brice est particulièrement concerné, parce que c'est le port autonome. Il y a une notion de gestion des mouillages à organiser dans les rades et dans les baies de Nouméa qui peuvent permettre d'éviter ces phénomènes conjoncturels. Après, il y a toute la filière à monter, et notamment le stock historique à déconstruire. Ça, c'est encore autre chose. Merci beaucoup. À moins qu'il y ait des questions dans la salle. Je vous remercie beaucoup. Nous allons aborder le 3e et dernier thème. Merci.
les croisiéristes. Et nous serons avec Stéphane Renard du Tahiti Cruise Club, Élodie Jeunet et Rosalie Doué-Perret de Quenoa NC. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. La croisière comme filière d'avenir, est-ce qu'en Polynésie, c'est déjà une filière qui est bien installée? Quel est l'avenir d'une filière qui est déjà bien installée et qui profite au pays? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc vous m'avez vu ce matin en tant que coordinateur du cluster maritime. Je suis effectivement également coordinateur du club de la croisière de Polynésie française, le Tahiti Cruise Club, et également secrétaire général de la South Pacific Cruise Alliance, qui regroupe 8 États et territoires du Pacifique Sud pour ces questions de développement de la croisière. Donc effectivement, la croisière aujourd'hui, juste pour fixer rapidement en Polynésie française, c'est plus de 1100 escales de croisières réparties sur une trentaine d'îles, puisqu'on a 118 îles en Polynésie française. C'est effectivement, comme c'était indiqué ce matin par le directeur du port, 170 escales sur Papeete, et ensuite quasiment 1 millier qui se répartissent dans l'ensemble de nos îles. C'est des escales de petits navires. Notre moyenne de passagers par escale est inférieure à 500 passagers, autour de 400, 450 en fonction des années, quand elle est à peu près à 2300, je crois, en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pas du tout les mêmes types de navires, c'est pas du tout le même modèle de développement du secteur de la croisière. Et c'est pour nous, près de 70% de nos escales sont liées à des navires en tête de ligne, qui sont à l'année, qui opèrent à l'année depuis Tahiti. Les gens arrivent par avion, embarquent sur le navire à Tahiti, font 7 à 10 jours d'escale dans nos îles et repartent de Tahiti en avion jusque chez eux. Donc c'est pas tout à fait là aussi le même modèle qu'ici en Nouvelle-Calédonie. Donc la question c'est quel avenir pour cette filière-là, quelle possibilité de croissance, quel potentiel. Pour nous, en gros, tous les 5 ans, on essaie de doubler l'activité. C'est-à-dire qu'entre 2015 et 2019-2020, on a doublé l'activité par rapport à la quinquennée précédente, 2010-2015. On va sans doute repasser un palier d'ici 2025 et passer pas loin des 1500 escales annuelles. Donc on augmente quasiment de 500 escales tous les 5 ans sur notre moyenne annuelle. Et c'est le résultat d'un travail de structuration qui mêle à la fois les autorités touristiques et les autorités maritimes, les acteurs touristiques et les acteurs maritimes privés, et qui, ensemble, voient quelles sont les possibilités de développement, qui ont un travail régulier, permanent, de relation avec les armateurs de croisière, et qui arrivent du coup à voir les potentiels de croissance en fonction des marchés émetteurs, en fonction des tendances. Et bien évidemment, aujourd'hui, la croisière d'expédition et la croisière de luxe sont des modèles de croisière qui ont le vent en poupe, où de nouveaux navires sont en commande un peu partout dans le monde, et où les armateurs de ce type de navires se multiplient, se créent. Il y a des nouvelles marques quasiment chaque année qui émergent, et qui donc, d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, viendront opérer bien évidemment en Polynésie française. Donc on a une vraie vision de développement. Et cette vision de développement, je le disais tout à l'heure, c'est également une vision régionale. C'est au niveau du bassin, l'ensemble du bassin de navigation. Donc il y a une vraie réflexion depuis le début, depuis 2011, avec beaucoup d'îles du Pacifique, Fidji, Tonga, Samoa, American Samoa. On va jusqu'à Pitcairn, Wallis et Futuna, avec parfois la Nouvelle-Calédonie de temps en temps également, et en corrélation avec les associations sectorielles de développement de la croisière en Nouvelle-Zélande et en Australie, pour là aussi harmoniser nos discours et nos visions de développement. On a tenu la semaine dernière à Papeete le second South Pacific Cruise Forum, où il y avait plus de 20 États et territoires représentés de l'ensemble du Pacifique Sud, avec une demi-douzaine des plus grosses compagnies de croisière en matière de luxe et d'expédition, pour là aussi faire converger nos visions, nos besoins, nos attentes, et avoir une action commune, une dynamique commune, d'harmoniser nos besoins, d'harmoniser nos offres, d'harmoniser nos capacités, et puis de se projeter toujours, parce que la croisière, ça se prévoit, les itinéraires se prévoient entre 18 et 24 mois à l'avance, donc on
On travaille déjà quasiment pour 2026 ou 2027. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fois être crédible sur nos modèles de développement et à engendrer une croissance régulière et constante. Et dans l'industrie touristique polynésienne, la croisière représente quoi ? Donc, grosso modo, on a 300 000 touristes et visiteurs qui visitent la Polynésie française par an. Il y a, sur ces 300 000 touristes, un tiers qui sont liés, plus de 100 000, qui sont liés directement à l'activité de croisière. Donc, plus de 40 000 en tête de ligne et 60 000 en transpacifique qui arrivent avec leur bateau et qui repartent avec leur bateau, qui sont juste des escales. Que nous, on appelle les excursionnistes, même si pour vous, c'est tous des croisiéristes. Nous, les croisiéristes, c'est ceux qui sont en tête de ligne, et les excursionnistes, ce sont les visiteurs, ce sont les autres qui ne font... Donc c'est un tiers du flux de visiteurs pour l'ensemble de la Polynésie française. Anne-May le rappelait tout à l'heure, l'ensemble des retombées économiques du tourisme, c'est entre 60 et 70 milliards pour la Polynésie française. Rien que l'activité de croisière, on est à plus de 15, voire 16 milliards de francs chaque année, introduits dans l'économie polynésienne, dont 40% sont directement dépensés à terre en excursions, en tours, en transport et en achats divers chez les commerces et artisans. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et en Nouvelle-Calédonie, la croisière, c'est comment ? Alors, bonjour, Élodie Jaunet, agence Quénois. Moi, j'ai découvert le monde de la croisière dans les années 2002. On avait à peu près 50 escales en Nouvelle-Calédonie, réparties entre Nouméa, Lifou, l'île des Pins, et principalement des navires australiens, de par notre position géographique, parce qu'on est très proche de l'Australie, on est à 2 jours de mer seulement. Donc forcément, 95% de nos croisiéristes sont des Australiens et viennent d'Australie. Contrairement à Polynésie, vous avez, je pense, plus d'Américains, beaucoup d'Américains. Voilà. Donc le contexte géographique fait que la croisière s'est développée rapidement de 2002 à 2018. On est arrivé à pratiquement 465 escales, réparties sur 4 destinations. Et malheureusement, donc comme on l'a plusieurs fois signalé en Nouvelle-Calédonie, la croisière, c'est du tourisme et ce n'est pas dans la priorité, ça n'a jamais été dans la priorité, on va dire, de développement ou politique. On est toujours passé après le nickel. Et à ce jour, nous n'avons toujours pas de stratégie croisière en Nouvelle-Calédonie. Nous n'avons toujours pas d'études d'impact économique du secteur de la croisière, alors que ça fait 80 années que nous avons des navires qui viennent en Nouvelle-Calédonie. Voilà, chacun fait du petit travail un petit peu dans son coin. On essaie de rassembler les tendances et on a toujours un petit peu les difficultés. On rejoint les soucis de gouvernance. On est dans un milieu qui touche à la fois à la mer, au maritime et au tourisme. Et voilà, les compétences sont complètement réparties. Donc on essaie d'avoir des petits groupes de travail qui sont plus au final des groupes où chacun, on va dire la province sud, le gouvernement, etc., partagent en fait leurs travaux. Mais au final, il n'y a toujours pas de stratégie qui est vraiment mise en avant. Donc aujourd'hui, on va dire 90% de nos escales sont des navires entre 2000 et 4000 passagers. Il y a des gros mastodons qui viennent pendant les 6 mois de l'année entre octobre et avril. Donc là, il y a des gros navires qui vont venir principalement à Nouméa. Les îles ont toujours stoppé ces gros navires d'y escaler. Donc c'est des navires que vous voyez que sur le port de Nouméa. Et à notre petit niveau, au niveau de l'agence Quénois, on essaie d'attirer des petites compagnies. Donc on a déjà eu Ponant, ça fait des années qu'ils viennent, Ponant, Calédonie, sauf qu'ils ne viennent pas aussi régulièrement, ils ne sont pas basés ici. Ils captent la clientèle australienne, donc ils vont la chercher pas mal en Australie. Mais on fait aussi un petit peu de tête de ligne avec ce type de navire quand ils escalent. Ils changent les passagers ici, on fait toutes les opérations, changement d'équipage, approvisionnement, etc. Mais à tout petit niveau. On a souvent essayé de les attirer et malheureusement on leur fait pas très bonne pub quand ils viennent nous voir. Voilà, parce qu'en manque de communication, je pense, envers la population et le grand public, c'est pas tout à fait structuré, donc on est encore embryonnaire au niveau structuration de la croisière en Calédonie. L'avenir de la filière, c'est d'abord de définir une stratégie, quoi. Complètement, oui, complètement. Et puis effectivement faire ce travail qu'a déjà fait la Polynésie, c'est aller voir justement tout le monde, aller voir les armateurs, voir ce qui est possible et comprendre la croisière, parce qu'il faut d'abord la comprendre pour pouvoir faire une stratégie. Et en termes de fréquentation, de chiffres, on est revenu à l'avant-Covid ou pas ?
Non, on n'est pas du tout revenu à l'avant Covid parce qu'avant Covid, on avait 4 destinations en offre. Donc Tahiti, rappelle-moi, vous en avez 150 ? Non, combien vous avez de destinations ? 30 destinations, voilà, nous on en avait 4 avant la crise. Et aujourd'hui, on en a 2. On a Nouméa, Lifou, principalement pour les croisiéristes depuis la reprise. Donc on est à 50% en fait d'activité. Et le Covid a grandement impacté nos îles, notamment l'île de Maré, où les 3/4 des personnes ont dû trouver du travail ailleurs, quitter l'île. Donc ça ne va pas se redévelopper aussi rapidement qu'on le penserait, quoi. Parce que quand on parle du tourisme, on nous explique, l'ISEE nous explique que les chiffres du tourisme sont de mieux en mieux, qu'on arrive à retrouver nos taux de fréquentation d'avant le Covid. Ce n'est pas le cas pour la croisière du tout. Non, pas tout à fait, non. On est à combien aujourd'hui de croisiéristes ? Là, cette année, on est dans les 350 380 000 croisiéristes, mais répartis sur les 2 destinations. Donc ça, ce sont des chiffres qu'on utilise beaucoup pour pour tenter d'avoir un jour une étude d'impact économique sur la croisière. Donc voilà, on est à peu près à 380 000. Et j'ai souvenir qu'autrefois, l'ambition, c'était d'arriver, parce qu'on était à 500 000, 600 000 croisiéristes, mais il y a de ça quelques années, l'ambition, c'était d'1 million. Mais on ne s'est pas donné les moyens d'y arriver, visiblement. Oui, après, cette histoire d'1 million, ça venait beaucoup d'Australie. C'est l'Australie qui projetait d'avoir 1 million de croisiéristes vers le Pacifique. Après, on est pratiquement arrivé à ce chiffre si on calcule en fait le nombre de croisiéristes qui étaient répartis sur nos 4 destinations. On était arrivé à pratiquement 800 et quelques mille croisiéristes si vraiment on calcule par jour de visite en Nouvelle-Calédonie, pas par entrée dans le pays, sortie du pays en fait. Donc on était pratiquement à ce stade-là. Néanmoins, quelles sont les retombées de la croisière en Calédonie ? Alors, au niveau des retombées, on avait fait des estimations en 2018 autour de 7 milliards. Par contre, une fois de plus, il n'y a pas vraiment eu d'étude encore. Donc actuellement, Nouvelle-Calédonie Tourisme se charge de mettre en place une étude de retombées économiques. Donc on va voir comment cette étude en place dans les prochains mois. Elle risquerait de durer 1 an. Donc on devrait peut-être avoir des chiffres l'année prochaine. Mais qui seront bien sûr pas basés sur le pré-Covid, puisque entre-temps, il y a un nombre de prestataires importants qui se sont écroulés, qui sont en train de se remettre en place. Donc voilà, ça va peut-être justement donner un petit peu une ambition, on va dire, aux politiques de s'occuper un peu plus de la croisière. Il y a la volonté, on le ressent au niveau du gouvernement, des provinces, mais après c'est surtout d'avoir une certaine cohésion entre tout le monde, de façon à vraiment que tout le monde soit autour de la table et puis ait une idée, une vision commune en fait de la croisière. Et en termes d'infrastructure d'accueil des croisiéristes, à Lifou, ils ont mis en place... Ils ont mis en place à EASO, je crois, des structures. Et à Nouméa. Alors oui, je prends la parole pour Josiane Caemo qui devait être présente aujourd'hui, qui s'excuse. Elle a eu une urgence de dernière minute. La croisière à Lifou, elle a commencé juste à avoir une petite histoire sur Lifou. En 1995, avec la volonté du grand chef décédé qui voulait justement faire un développement durable sur Lifou et a décidé d'ouvrir ce site d'EASO sur la croisière. En 2020, le Covid est arrivé. Le comité d'accueil qui travaillait en collaboration avec la chefferie et tous les coutumiers ont fermé le Made in Wedge. Et en 2022, ils ont réouvert en mois de novembre l'accueil des croisiéristes avec des infrastructures financées par les provinces qui étaient prêts et volontaires pour recevoir les croisiéristes après le Covid. Et maintenant, on est revenu à un rythme un peu soutenu à Lifou ? Excusez-moi, je vais juste compléter. En fait, la croisière à Lifou, là, justement, elle avait été créée par la chefferie. C'était l'ambition première, ils disaient toujours, on n'a pas le nickel dans nos îles, mais on a les forces humaines. Donc leur ambition, c'était justement d'éviter l'exode rural des îles, en fait, permettre donc aux gens des tribus de rester en tribu, de pouvoir avoir un choix aussi entre garder une façon de vivre traditionnelle, c'est-à-dire pouvoir toujours continuer leurs travaux coutumiers tout en choisissant en fait d'aller ou pas au bateau le jour où ils ont besoin. Donc en fait c'était tout à fait adapté pour eux à leur style de vie.
aussi, le fait que ce soit pas une activité tous les jours, il n'y a pas de bateau tous les jours, en fait c'est les gens des îles qui choisissent quand il y a des bateaux, hein. S'ils n'en veulent pas, ils vont me dire pendant un mois il n'y a pas de bateau. Là on a eu le cas au mois d'août, au dernier moment, une semaine avant, les escales d'août ont été annulées par le grand chef pour la construction de la grande case. Voilà, c'est pour ça qu'en fait il y a toujours eu quand même cette vision que la croisière a été, on va dire, imposée, alors que ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été les îles qui ont décidé du nombre d'escales, des dates, des volumes, du type de bateau. Ils ont le choix. En termes d'infrastructure, c'est le comité du Wedge, donc ceux qui gèrent la croisière à Lifou, qui ont pris leur bâton de pèlerin en fait, et qui sont allés jusqu'au Sénat en France pour chercher des enveloppes pour avoir un site digne de ce nom, parce qu'ils recevaient les gens encore sous des tôles qui dataient des années 70, quoi. Et donc ils ont réussi quand même ce pari. Aujourd'hui, ils ont un super site d'accueil à Lifou. La province a également construit, grâce justement au contrat de développement, un nouveau ponton, parce que c'était nécessaire aussi d'avoir un ponton en bonne et due forme et sécurisé. Donc maintenant, sur Nouméa, on a des projets avec le port de Nouméa, puisque la taille des bateaux a changé. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on avait, on va dire, 50% des navires en petite rade à la gare maritime et 50% en grande rade. La donne a changé. Aujourd'hui, on a 95% des bateaux en grande rade, ce qui cause une congestion puisque le quai n'a pas encore été agrandi non plus au port. Voilà, c'est un travail conjoint avec le port pour développer l'accueil des croisiéristes. Monsieur le directeur. Juste apporter un complément sur la croisière. On en a un peu parlé ce matin. Déjà, c'est très intéressant parce que du coup, Elodie et l'agence Kenua, ils sont vraiment très moteurs. C'est un peu l'entreprise privée qui a vraiment développé le secteur. Si on en est là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à Elodie et Kenua d'avoir atteint autant de chiffres. Donc maintenant, la constatation, c'est qu'on accueille pratiquement de 185 à 200 escales par an, c'est l'objectif. Et donc on a les croisiéristes qui sont là. Et malheureusement, on les accueille sur un site industriel qui est le Grand Quai. Donc c'est un état de fait. Et l'objectif pour nous maintenant, c'est de dédier la partie la plus proche de la ville du Grand Quai à la croisière, en privilégiant ce quai et en aménageant le terminal de ce côté, c'est-à-dire en faisant un grand hall d'accueil et toutes les connexions nécessaires pour les touristes. C'est-à-dire que on prend le petit train ou on prend le bus pour aller se rendre sur les baies, ou même on passe de l'autre côté de la rade et on pourrait prendre les charters, les ferries. Voilà, c'est penser maintenant l'accueil des touristes à la hauteur de ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, c'est le projet du port sur l'accueil des croisiéristes en Nouvelle-Calédonie. Et il y a un calendrier ? Ouais, le vrai calendrier, c'est l'agrandissement du quai, les travaux qui sont en cours. Quand vous sortirez de la station, vous pourrez voir, il y a des grues. Donc c'est l'allongement du quai. Aujourd'hui, le quai fait 750 mètres de long. En 2026, on arrivera à avoir nos fameux 1000 mètres de linéaire de quai. Et donc les 300 premiers mètres, donc les plus à l'est, là ce seront les quais qui seront dédiés à la croisière. Les aménagements restent relativement simples. Un hall, c'est simple, mais c'est quand même assez cher. Il faut compter 1 milliard d'investissements. On travaille, on réfléchit à des partenariats publics-privés pour pouvoir opérer sur ce sujet-là. Voilà. Mais donc voilà, 2026, on espère avoir quand même dégrossi et au moins retirer l'activité fret commerciale sur l'extrémité du quai pour que l'expérience croisière-vacances commence sur le quai et pas à la sortie du port. Si tu me le permets, rajouter un mot sur les questions des infrastructures. Donc effectivement, dans les ports principaux, c'est le cas ici à Nouméa, ce sera le cas à Papeete, puisqu'on termine la construction aussi d'un nouveau terminal de croisière. Là, plutôt dédié pour nous vraiment aux têtes de ligne. Donc il y a tous les rayons X, il y a tout ce qu'on trouve dans un aéroport. Ben là, on va le trouver dans un port. En revanche, dans l'ensemble des autres îles, par exemple, puisqu'on a une trentaine d'îles d'escale, mais c'est également le cas dans d'autres îles du Pacifique, les infrastructures dédiées à une escale de croisière sont relativement faibles ou simples à mettre en place. Effectivement, un ponton pour accueillir les tenders suffit généralement à créer une escale.
Donc c'est pas forcément, ça peut être même un ponton flottant, ça peut être des choses extrêmement légères. Et par rapport au développement touristique traditionnel, on va dire, qui est consommateur en foncier, dans des petites îles comme les nôtres, c'est extrêmement compliqué à trouver. Construire un hôtel, construire tout ça. Voilà, là, avec la croisière, on peut arriver dans une petite île. Je vous dis, on a le temps de voir venir, puisqu'on prévoit les itinéraires entre 18 et 24 mois à l'avance. Donc on a le temps de se projeter. On peut très facilement amortir ce type d'investissement. Donc constituer une escale de croisière avec l'accord des populations des îles concernées, en travaillant avec elles sur la manière dont va se dérouler l'escale, en intensifiant progressivement, année après année, le nombre d'escales et le type de navires qu'ils souhaitent accueillir. C'est assez facile. En termes de taille des navires aussi, je voulais préciser, on a en Polynésie française l'île de Bora Bora, qui est assez renommée, assez prisée, recherchée par les Américains notamment. Le maire de Bora Bora, ce qu'on appelle le Tavana chez nous, le maire de Bora Bora a décidé, lui, de caper, de mettre un maximum de fréquentation sur son île, et notamment pour la croisière, à 1200 passagers. Donc il ne peut pas y avoir plus de 3 bateaux, par exemple, qui feraient au total, tous ensemble, 1200 passagers, ou d'un navire qui lui-même excéderait 1200 passagers. Et sur l'ensemble de la Polynésie, on a capé à 3500 passagers. Donc même si on a parfois des navires un peu plus gros qui passent, ils ne doivent pas avoir en leur sein plus de 3500 passagers, sinon ils ne peuvent pas escaler chez nous. Donc voilà. Donc après, c'est aussi des modèles qui peuvent être choisis. Chaque destination se positionne sur ce type de possibilités. C'est du travail de négociation avec les armateurs de croisière. Il y a un exemple que j'aime beaucoup citer, c'est celui de Pitcairn. Pitcairn, c'est 47 habitants, je crois. Donc voilà, ils ont 43 escales par an de croisière à Pitcairn. Donc 47 habitants, 43 escales par an. Donc c'est venu après 10 ans de travail et de structuration de Pitcairn. Et aujourd'hui, une escale de croisière à Pitcairn se déroule de manière assez simple parce qu'on ne peut pas débarquer, parce que c'est très compliqué à mouiller. Donc c'est toute l'île qui monte à bord. Et l'escale se passe à bord du navire. Mais ça leur fait des retombées. Et ils montent tout l'artisanat, ils montent, etc., etc. Mais ils ont réussi, du coup, à développer un modèle, parce qu'il n'y a pas d'avion pour aller à Pitcairn, il n'y a pas de tourisme. Enfin, c'est leur seul tourisme, en fait. Et ils ont un vrai complément de revenus avec ça, et une vraie activité avec ça, et ça mobilise, du coup, la totalité de l'île. Donc, il y a plein de modèles différents, et c'est encore différent au Tonga, c'est encore différent aux Samoa, aux American Samoa. Donc, on peut faire même en Nouvelle-Calédonie coexister différents modèles de croisière. C'est des choses qui sont envisageables, mais comme le disait très bien Élodie, il faut s'y préparer, il faut arriver à avoir une vraie coordination de cette action-là. Tu relevais l'importance de l'agent maritime. Le président du club de la croisière de Polynésie française est un agent maritime. Avant, c'était un pilote maritime qui aussi ont une bonne connaissance technique de ces sujets, parce que c'est d'abord une activité maritime. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas tout laisser au tourisme, il ne faut pas penser que le tourisme maîtrise parfaitement ce segment, cette filière. Et je faisais le clin d'œil ce matin, mais le tourisme a tendance à raisonner en kilomètres quand il faut raisonner dans cette industrie en milles nautiques, et quand nos interlocuteurs internationaux raisonnent en milles nautiques, ce qui n'est pas forcément le cas des autorités touristiques au départ. Et donc c'était juste pour répondre à ta question sur les questions des infrastructures. Ça peut être extrêmement léger, on n'est pas obligé d'avoir partout des terminaux qui coûtent 1 ou 2 ou 3 milliards. On peut avoir vraiment juste un petit ponton. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui. Attendez. Bougez pas. Oui, bonjour Jean-Emmanuel. Juste une réaction à propos de Pitcairn. Est-ce que les 47 touchés sont aussi des occasions de ravitailler justement ces 47 habitants? Bon, je ne suis pas sûr des chiffres. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce modèle développé sur Tahiti et Tenoa et Nana Marquise, sur cette croisière qui aussi embarque marchandises et autres? Et pour finir, au moment où Ponant était ici, je crois qu'ils avaient essayé d'ouvrir des destinations sur Wegua ou sur les Chesterville. Qu'en est-il après ce temps? Merci. Maruru, merci pour la question, parce qu'effectivement, on a aussi un navire un peu particulier. On en aura peut-être bientôt 2 sur le même modèle, qui sont des cargos mixtes. Donc l'Aranui qui ravitaille les Marquises. Il y a un projet sur l'archipel des Australes également.
C'est-à-dire que c'était d'abord un navire de fret, c'est d'abord un cargo, et qui, au fur et à mesure des années, a développé une partie croisière de plus en plus conséquente. On est aujourd'hui sur l'Aranui 5, qui embarque quasiment 120, 130 passagers, et qui donc offre une expérience incroyable, puisque la totalité de l'équipage des Polynésiens est quasiment marquisien. Donc on baigne véritablement dans la vie d'un cargo, et on est débarqué à bras d'homme quasiment sur des barges, puis sur des pontons qui ne sont pas faits pour ça. Et ce que nos touristes américains adorent, être dans les bras d'un beau marquisien pour débarquer à terre. C'est une expérience touristique incroyable. Et effectivement, ça permet véritablement de ravitailler ces îles en même temps. Donc la venue de ces navires est... bénédiction est peut-être un mot un peu fort, mais en tous les cas un moment fort de la vie de ces îles. Et au-delà même de ces cargos mixtes, donc l'Aranui fait de temps en temps effectivement des touchés sur Pitcairn, donc fait également du ravitaillement quand c'est celui-là, mais c'est pas le cas des autres navires. Mais il y a d'autres formes d'interaction. Là, par exemple, Paul Gauguin, donc de la compagnie Ponant, vient de signer un accord avec le gouvernement de la Polynésie française pour qu'un certain nombre d'îles, notamment des Marquises, puissent bénéficier des capacités et infrastructures médicales du navire. Et donc, quand le navire va faire escale, puisqu'il n'y a pas forcément de médecins sur chacune de ces îles ou de capacité de faire des radios, etc., eh bien, un certain nombre de la population pourra monter à bord pour avoir des consultations médicales, des radios lorsque ce sera nécessaire, etc., etc. Donc, il y a des accords là aussi qui peuvent être trouvés avec ces navires. C'est vrai également sur le traitement des déchets. Aujourd'hui, on a des navires de dernière génération qui ont à bord à la fois des stations d'épuration, mais des capacités de tri et de retraitement des déchets que l'on ne trouve pas à terre dans nos îles. Et donc aujourd'hui, sur certains types de déchets, avec certaines îles, dans certaines conditions, on arrive même à faire monter les déchets à bord. Et donc du coup, c'est pas, non seulement c'est pas la croisière qui amène des déchets supplémentaires dans l'île, mais au contraire, elle va repartir avec des types de déchets qui ne pourront pas être traités sur cette île-là et qui vont être traités sur des filières beaucoup plus structurées grâce aux navires de croisière. Donc oui, ce type d'interaction se multiplie. En tous les cas, en Polynésie française, ça fait partie là aussi de nos axes de développement, pour pouvoir permettre de rendre cette croisière plus acceptable, toujours plus acceptable et plus profitable à ces populations. Merci Stéphane. Oui, tu demandais pour Ponant à l'époque, on l'a fait, croisière Tour de Calédonie, Ouégoua, Pointe-Dimier, Tiga. On organise ça régulièrement parce que, comme le précise Stéphane, les petits navires, on n'a pas besoin d'infrastructures particulières. Même à notre niveau, par exemple pour Ponant, on n'a pas besoin de pontons. On les fait débarquer directement avec les Zodiacs, qui sont équipés de Zodiac. Après, pour nous, la difficulté, ça va plus être d'avoir des garanties 2 ans à l'avance. Là, je suis en discussion avec eux pour déjà 2025-2026. Ils me demandent des garanties pour des îles. Les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, pour ceux qui connaissent très bien le contexte calédonien, le contexte coutumier, ça prend du temps et les choses peuvent changer aussi. Donc il y a certaines incertitudes à notre niveau par rapport aux destinations qui peuvent s'engager aujourd'hui et puis finalement se retirer parce qu'il y a des conflits internes qui dépassent en fait le projet d'escale en fait. Mais voilà, on est en discussion, on a des petites compagnies intéressantes qui vont d'ailleurs aller en Polynésie, qui prévoient d'aller vers la Polynésie en 2025-2026 et de faire des croisières Polynésie, îles du Pacifique, notamment des îles en Calédonie. Ça concernerait pas du tout Nouméa, mais plutôt des petites îles. Et ils ont, c'est des navires un peu laboratoires scientifiques aussi. Ils veulent faire des partenariats avec des ONG, avec des associations locales, des écoles. Donc c'est des choses qu'on regarde justement à développer et il faut les attirer. Donc on est en contact avec eux pour ça, pour les prochaines années. Merci Elodie. Je vous propose qu'on clôture cette table ronde. Et juste avant, on va regarder une vidéo de Chris Cornelissen qui a gentiment partagé avec nous son expérience du Coastal and Freshwater Group de Nouvelle-Zélande. Kia ora koutou. Hello everyone there in New Caledonia. My name is Chris Cornelissen. I'm the Chief Science Capability Officer here at the Cawthron Institute. My role is to look after all the cross-cutting capability here at the Institute, including our commercial and research laboratories, our technologies for a blue economy, as well as our data science and IT and those sorts of things.
I guess I'd start off with saying that I do wish I was there in person, trust me, in your beautiful country of New Caledonia, and do wish you all the best during your workshops for the Maritime Cluster Conference. I made this our title slide here just to point out the fact that we are in fact neighbors. Cawthron and New Zealand has a long history of working right across the Pacific with many different island nations, including New Caledonia. We have some history there. And one thing I'd point out in this map also is that although we draw lines around things like exclusive economic zones, at the end of the day, it is one ocean. And if there's one takeaway I'd like you to get from my 5 minutes of speaking, is that we should all be working together, not only to improve the health of the moana, as we say here in New Zealand, but also building a prosperous ocean blue economy that benefits our people and the environment. So just a little history on Cawthron before I get stuck into some of the things that relate to what you guys are speaking about over the next few days. Cawthron has a long history in New Zealand. We're New Zealand's oldest, largest private research institute with nearly 300 science and technical staff. And those staff are incredibly passionate about helping the local communities, but also importantly helping the surrounding environments. We do tend to have quite an aquatic focus, working from the mountains to the sea. And something that makes Cawthron quite unique, I feel, is the way that we work so closely with end users and iwi alike, as well as companies and in the commercial space. And in that photograph, you can see an aerial of the Cawthron Aquaculture Park, which after having just done essentially a world tour, I can hand on heart say that that is a world-leading facility. And what makes it particularly special is that you have some basic research happening there right through to commercial activities. Here at Cawthron, we've been developing 5 thematic areas for our mission-driven science, including supporting resilient communities within the Pacific, of course, beginning to turn the tide on climate change and adapt as well to climate change. An important one, which I'll touch on shortly, is rejuvenating and enhancing aquatic environments. So getting net environmental gains rather than loss, realizing the potential of algae, and that ranges from microalgae right through to macroalgae like kelps and those sorts of things. And importantly, and this resonates with a lot of our Pacific communities, is ensuring safe and sustainable food for the future. So basically our impacts or our outcomes that we're seeking to achieve are for healthier ecosystems, healthy communities and healthy people for that matter, and also a prosperous blue economy. And here in New Zealand, another role I play is on the leadership team of the Sustainable Seas National Science Challenge. We have 11 of these challenges, and this one's been going for nearly 10 years. And within that program, we've been developing the principles and definitions for New Zealand's blue economy. And so what we've defined the blue economy as are those marine activities that generate economic value and contribute positively ecological, cultural, and social well-being. So it's more than just making money off the marine environment. It's about getting those other returns to people and the planet. Okay, so as part of developing not only a definition for the blue economy, but principles by which companies and organizations can work by, we've developed about 6 principles. And one that's quite close and relevant to New Zealand, of course, is embedding indigenous principles and knowledge as well into these. With the Te Mana o Te Moana principle, for example. And as an example of a blue economy activity, one that's quite exciting here, local to us here in Nelson, is one around restoring Aotearoa New Zealand's seagrass meadows. And it's been a global issue worldwide, the loss of seagrass. And seagrass is an incredible sequester of carbon, highly productive communities. So even small areas of seagrass can have huge impacts on our carbon budgets. And the real neat thing about this project is it actually involves a number of companies that wouldn't otherwise be thought of as involved with something in the marine environment or even restoring seagrass. So what this is demonstrating is if we all come together and work on some of these projects through a blue economy lens, we can achieve not only economic benefits, but those benefits for the environment and our people. And coming off the back of this and also aligned with some of the sustainable seas work and some of the passion of our companies in our local region, we have launched New Zealand's first blue economy cluster, or commonly referred to as ocean clusters. And so this has been developed here in our local region in Nelson, where Cawthron is based in Te Tau Ihu, or top of the South Island.
And along the bottom there, you see the logos of the founding companies and organizations that have effectively signed up to a pledge, which I invite you to explore through their website, which I'll show you at the end. And I think one of the biggest points in this pledge is to be good ancestors. So this ensures that all the activities we are doing is giving back, not only to the environment, but to future generations. And so I'll just leave you with the message that we always like to end with here at Cawthron, because we're so passionate about ensuring that we do have healthy ecosystems, which is Mautonu te kakara I te moana, so that the sweet scent of the ocean remains is the purpose of why we're even here. I would encourage you to go to some of these sites for further resources that might be able to guide you in your own exploration of building a blue economy in New Caledonia. Thank you for your time.